Merci beaucoup et désolé pour ce léger retard dû à des contraintes techniques. Merci, professeur Bédi, merci les professeurs pour cette opportunité d'échanger avec vous sur ma thèse qui porte sur le thème conflit armé et développement durable en Afrique, rôle de l'intelligence environnementale et la situation spécifique de la Côte d'Ivoire. La thèse est organisée en trois grandes parties, avec une introduction générale au début et une conclusion générale à la fin. La première partie, c'est essentiellement une revue de la littérature, suivi de la deuxième partie qui a étudié en profondeur la situation de la Côte d'Ivoire et la troisième partie qui formule des scénarios et des recommandations. Le contexte général de cette thèse est le suivant. Le monde est moins pacifique qu'il ne l'était il y a une décennie, avec une augmentation croissante du nombre de conflits et une détérioration de la sécurité mondiale. Au niveau mondial, encore une fois, nous avons observé une détérioration de l'indice sur la paix mondiale sur les 9 des 12 dernières années, avec comme impact une perte de l'activité économique très, très importante. En Afrique en particulier, l'année dernière, nous avons observé que 15 pays africains étaient en conflit et la nature des conflits actuels est qu'ils sont très irréguliers et asymétriques. Et l'autre nature importante des conflits actuels, c'est qu'ils ont une dimension transnationale. Le lien entre conflit armé et développement durable se présente de deux manières. Premièrement, d'une part, les conflits armés constituent une grave menace pour le développement durable. Et d'autre part, lorsqu'elles sont mal pensées et mal conduites, les politiques de développement peuvent être aussi source de conflits. La pauvreté a été identifiée comme un facteur majeur de conflictualité. Les statistiques montrent que 80% des pays pauvres ont connu au moins un conflit armé, ce qui a amené les économistes à développer un certain nombre de modèles sur les conflits armés, dont deux en particulier, le modèle du GRIEF qui explique les conflits par les inégalités sociales et les fractures identitaires, et le modèle de la cupidité qui explique les conflits par la convoitise sur les ressources naturelles, en particulier les ressources naturelles non renouvelables. D'autre part, les ressources naturelles jouent un rôle très important comme facteur de conflictualité. Et à ce niveau, nous avons observé également trois théories qui ont émergé, notamment la théorie sur les conflits de rareté, la théorie sur les conflits d'abondance et une troisième voie sur les facteurs politiques et institutionnels comme facteurs de conflictualité. Alors, en prémisse à cette thèse, nous partons du constat selon lequel, face aux situations conflictuelles, les réponses proposées à ce jour privilégient les instruments de gouvernance et de gestion de crise qui sont souvent inopérants et inefficaces. Et il y a jusque-là peu d'intérêt aux approches préventives et prospectives qui, même si elles sont difficiles à mettre en place, paraissent moins coûteuses et plus judicieuses. On est parti donc de l'hypothèse que le concept d'intelligence environnementale permettrait de contribuer à l'atténuation des effets des conflits armés qui soient anticipés ou déjà réalisés et surtout l'impact sur le processus de développement durable. Ce concept, lorsque nous avons fait des recherches, nous avons observé qu'il a une multiples facettes. On a observé qu'il s'applique lorsque on l'utilise pour mettre au service de l'environnement les données du renseignement militaire. Également, il permet de prévenir les menaces environnementales sur la sécurité nationale. Il permet également de détecter ce concept, donc permet de détecter les événements en cours et en faire un contrôle intelligent. Donc, ils se servent donc des apports de l'intelligence artificielle, vu une application dans le domaine de l'évaluation de la vulnérabilité environnementale post-conflit. Donc, c'est un concept qui, d'après ce que nous avons observé, permet de combler le gap en matière de prévention, de prospective et de gestion des crises, en bâtissant sur les systèmes existants d'aide à la décision, en empruntant au type d'intelligence déjà existant, notamment l'intelligence stratégique développée par les militaires et également l'intelligence économique. Et nous trouvons qu'il peut contribuer à éclairer la prise de décision des dirigeants. Lors de notre revue de la littérature, nous avons observé qu'un certain nombre de disciplines se sont intéressées à ce sujet. Le management s'est intéressé, mais il y a que quelques travaux sur le rôle de l'industrie d'armement, l'implication des institutions financières dans le commerce des armes et les questions d'investissement socialement responsable. À part quelques-uns de ces travaux, le management s'est beaucoup plus intéressé sur les défis théoriques et paradigmiques sur le développement durable, ainsi que sur les questions de management environnemental et surtout la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
C'est les sciences économiques qui ont beaucoup plus travaillé sur ce sujet, notamment sur les impacts macroéconomiques des conflits et également sur les différents courants en matière de durabilité. Les sciences politiques sont également intéressées au sujet, notamment à travers les liens entre démocratie et conflit, ainsi que le rôle des facteurs ethniques comme élément de conflictualité. Mais c'est surtout les sciences de l'environnement qui se sont beaucoup penchées sur le sujet en 4 catégories. D'abord, la relation causale entre conflits armés et environnement, les conséquences des conflits sur l'environnement. La troisième catégorie, donc, c'est l'environnement comme arme de guerre ou facteur décisionnel. Et très récemment, nous avons observé beaucoup de travaux sur les liens entre changement climatique et conflits armés. Le cas de la Côte d'Ivoire nous a paru pertinent, non pas parce que nous habitons en Côte d'Ivoire, mais parce que le pays a connu un conflit et ce conflit nous permet de tirer des conclusions et perspectives intéressantes pour le management du développement durable en situation conflictuelle. Donc, le pays a connu entre 2002 et 2011 un conflit armé d'envergure, suivi par la suite d'autres situations conflictuelles qui ont eu beaucoup d'impact sur le processus de développement durable du pays. Les ressources naturelles ont joué un rôle important, autant que la pauvreté et la dégradation environnementale. Mais 10 ans après ce conflit d'envergure, le pays est devenu une puissance régionale avec de bonnes performances macroéconomiques. Mais il se pose toujours la problématique de la durabilité de ce développement dans la perspective de résurgence de nouveaux conflits ou bien d'actes terroristes. L'intelligence environnementale apparaît donc comme un dispositif qui permettrait d'anticiper et de gérer les risques conflictuels liés à ces éventualités-là. Notre question de recherche est donc de savoir quel cadre analytique serait approprié pour examiner les liens entre conflits armés et développement durable en Côte d'Ivoire, avec 3 questions sous-jacentes. Quels sont les enjeux que soulève cette problématique? Comment l'intelligence environnementale aiderait à la prévention, à la gestion et à la planification du développement durable en situation conflictuelle? Et quels en sont les scénarios et recommandations? Nous sommes beaucoup plus servis des méthodes qualitatives. Nous avons fait appel à la recherche-intervention pour orienter la recherche vers les réalités vécues par les professionnels du développement durable. Nous nous sommes également servis de la méthode de la théorie renseignée pour identifier les principaux concepts et structurer nos résultats à travers le processus de codification à visée théorique. Également, nous avons fait appel à la méthode d'étude des cas pour traiter en profondeur la situation de la Côte d'Ivoire sans trop nous disperser. Et enfin, vers la fin, nous avons fait appel à la méthode prospective pour développer des scénarios pour la Côte d'Ivoire. D'abord, nous avons fait appel à l'observation participante comme technique, notamment la technique de focus group. Nous avons fait 2 focus group et une enquête qualitative auprès des professionnels de développement durable. Le focus group avec 9 professionnels émanant beaucoup plus des ONG, 67%, 22% du secteur privé et 11% du secteur privé, 22% du secteur public et 11% du secteur privé. Et notre enquête en ligne a porté sur a concerné plus de 80 personnes, et 48% venant des ONG, 20% du secteur public et 12% du secteur privé, avec 12% venant d'autres secteurs. Et lorsque nous observons nos verbatims issus du focus group, 49% proviennent des ONG, 27% du secteur public et 24% du secteur privé. D'abord, lorsque nous avons fait une exploration thématique, nous avons identifié 4 thèmes qui ont émergé des verbatims. Les thèmes gérés avec 30% des verbatims, suivi du thème informé, 28%, et le thème menace, et par la suite le thème réagir. Donc, face à la menace, il est apparu la nécessité de gérer les risques conflictuels et d'anticiper leurs effets sur le développement durable et aussi d'informer les acteurs sur les enjeux qui sont associés. 4 types d'intentions ont émergé des verbatims. D'abord, l'injonction qui représente 42% des verbatims, suivi des solutions 28%, 26%, conservation 21% et réflexion 13%. L'injonction domine largement parce qu'il est ressorti le besoin d'impulser et de susciter un changement d'attitude vis-à-vis des menaces conflictuelles. Et lorsque nous voyons les résultats par secteur, pour le secteur public, la principale préoccupation, c'est la menace et ses enjeux sécuritaires. Donc, il y a une attitude de réflexion comme que nous avons observé de la part du secteur public. De la part du secteur privé, nous avons observé une attitude également, mais beaucoup plus orientée vers une préoccupation sur les enjeux économiques
notamment liées aux échanges économiques et commerciaux avec l'extérieur. Et pour les ONG, c'est beaucoup plus une préoccupation liée à la compréhension d'ensemble de la relation entre conflit et développement et surtout quel serait le rôle de l'intelligence environnementale. Donc, trois catégories qui sont observées d'une façon générale. La nécessité d'expliquer la relation qui est d'ailleurs forte et dichotomique entre conflit armé et développement durable en Côte d'Ivoire. Et nous avons observé également que le développement durable est ressorti comme une préoccupation majeure des participants à notre recherche. Et l'intelligence environnementale se présente comme une catégorie centrale et par la suite comme un cadre analytique. Alors, en termes de relations conflictuelles, de relations conflit armé et développement durable, cette relation est multidimensionnelle et complexe et marquée par plusieurs facteurs qui s'alimentent d'ailleurs mutuellement. Comme vous pouvez le voir à gauche ici, la problématique foncière, il y a les facteurs politico-ethniques, les facteurs environnementaux, les facteurs de gouvernance, la pauvreté et les inégalités. Et surtout, il y a un autre facteur récent, c'est l'emploi. Et vous pouvez voir sur le graphe qu'on a à droite, émanant de notre enquête qualitative, que 75% des répondants trouvent que le conflit armé a détruit les fondements du développement durable en Côte d'Ivoire et 72% observent que la question foncière est un enjeu majeur. Lorsque nous avons regardé les enjeux, on a ressorti 7 grands enjeux qui sont tous importants. D'abord, les enjeux économiques, les enjeux socioculturels, les enjeux environnementaux et les enjeux liés à la gouvernance, ainsi que d'autres enjeux sécuritaires, transfrontaliers et humanitaires. Face aux enjeux, donc, l'intelligence environnementale constitue une réponse avec plusieurs attributs. Comme vous pouvez le voir ici, il est ressorti fortement la nécessité de la prévention, mais aussi de cartographier les risques, de les gérer, d'avoir un système de gouvernance et également de veille stratégique, ainsi que l'intégration de ces questions-là dans les scénarios prospectifs du pays. L'importance de l'information est à souligner, mais en même temps, le véritable défi est celui de la qualité de l'information et de son utilisation pour la prise de décision. Comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite issu de l'enquête qualitative, les répondants ont trouvé qu'il y a des types d'informations qui sont très, très importants pour l'intelligence environnementale, notamment sur la situation géographique des zones à risque de conflit, les indicateurs de sécurité, les indicateurs de vulnérabilité sociale et économique, ainsi que les indicateurs de pauvreté, par exemple. Lorsque nous regardons les acteurs, premièrement, la première chose qui est apparue, c'est que de tous nos échanges avec les acteurs, c'est que les acteurs ivoiriens, de façon générale, donnent l'impression de n'avoir pas encore tiré suffisamment les leçons du conflit armé passé. Et donc, ça, c'est une préoccupation qui a été exprimée d'ailleurs et qui s'est justifiée lorsque le pays a connu une crise électorale l'année dernière. Et nous avons observé qu'il y a deux catégories d'acteurs, les acteurs étatiques qui ont un rôle important dans la production de l'intelligence environnementale. Et quand on parle d'acteurs étatiques, c'est d'abord les structures ministérielles, telles que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Défense, le ministère du Plan, ainsi que le ministère des Eaux et Forêts. Et d'autres acteurs non étatiques sont identifiés comme potentiels contributeurs et bénéficiaires de l'intelligence environnementale. Ce sont notamment les ONG, les agences bilatérales de développement, les institutions financières, etc. Donc, en interprétant nos résultats, nous avons fait ressortir un cadre analytique à 3 dimensions. D'abord, une dimension préventive, une dimension prospective et une dimension réactive. La dimension préventive permet d'éviter la survenue d'un nouveau conflit et surtout d'anticiper sur les impacts potentiels, éviter en avant la prévention. Et la dimension prospective, c'est comment intégrer les risques conflictuels dans la vision et les scénarios à long terme de développement du pays. Et enfin, la dernière dimension réactive, qui postule que même si le conflit, en cas de conflit, qu'il y ait en place un minimum de dispositions pour gérer la crise et pouvoir sortir de cette crise. Donc, nous avons, sur la base de ces résultats, élaboré des scénarios, 3 catégories de scénarios. Une première catégorie sur des scénarios liés aux situations conflictuelles. Nous avons examiné 3 scénarios. Un scénario de paix totale qui projette une Côte d'Ivoire à l'abri de toute situation conflictuelle. Un scénario de paix relative qui projette une Côte d'Ivoire partiellement affectée par les conflits. Et un scénario de conflit permanent qui projette une Côte d'Ivoire perpétuellement affectée par les conflits. La deuxième catégorie de scénarios porte sur les perspectives d'atteinte du développement durable en 2030
Et nous avons là 3 scénarios. Le scénario de durabilité forte qui postule une Côte d'Ivoire capable d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, et la durabilité faible qui consiste à dire que le pays ne peut pas atteindre tous les objectifs de développement durable, et le scénario durabilité zéro qui projette un pays incapable d'atteindre les objectifs de développement durable. Et en croisant les 2 types de scénarios, nous avons obtenu 3 scénarios importants. D'abord, un scénario de rupture que j'ai appelé ici rayonnement de l'éléphant, l'éléphant restant le symbole de la Côte d'Ivoire, et qui combine les scénarios paix totale et durabilité forte, et un scénario convergent appelé ici éléphant au pied d'argile, qui combine paix relative et durabilité faible, et enfin un scénario catastrophe, déclin de l'éléphant, qui combine les scénarios conflit permanent et durabilité zéro. Sur la base de ces scénarios et de ce qui a été présenté tout à l'heure, nous avons formulé quelques recommandations. D'abord, la nécessité d'institutionnaliser l'intelligence environnementale à 3 niveaux. Niveau stratégique et institutionnel, notamment en pérennisant le comité national de crise qui existe, mais qui ne se réunit, qui n'est actif que lorsqu'il y a crise, et surtout de faire en sorte que ce comité puisse coordonner l'effort national en matière d'intelligence environnementale. Et le deuxième niveau opérationnel, donc, c'est de renforcer la synergie, la coopération entre les structures impliquées dans les actions de prévention, de prospective et de gestion des crises, et le niveau technique qui permettrait d'élaborer un tableau de bord des synthèses stratégiques et opérationnelles sur les risques majeurs et les mesures préventives en vue de permettre la prise de décision. Nous recommandons donc d'opérationnaliser l'intelligence environnementale pour éviter le scénario catastrophe que j'ai présenté tout à l'heure et assurer la rupture du pays vers la paix et le développement durable. Nous recommandons aussi de faire une revue à mi-parcours de l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040, qui a très insuffisamment pris en compte les facteurs conflictuels, de mettre à jour également la stratégie nationale de développement durable qui date de 2011 et qui est complètement déconnectée du processus national prospectif. Nous recommandons donc la mise en place d'un fonds national d'intelligence environnementale en vue de financer les initiatives de développement durable qui souffrent justement de problèmes de financement et également de privilégier l'approche holistique et la dimension régionale. Enfin, nous pensons qu'il est nécessaire, vu que les conflits sont aujourd'hui interreliés, la Côte d'Ivoire est complètement sous menace de conflits voisins dans les pays du Sahel, par exemple, il est nécessaire d'aller vers un dispositif régional pour avoir une réponse africaine coordonnée face aux situations conflictuelles et de mettre au centre de cette réponse-là les approches préventives. Nous recommandons également de créer une facilité financière régionale africaine pour l'intelligence environnementale pour permettre de soulager les dépenses sécuritaires des États qui sont devenues de plus en plus coûteuses, surtout les pays qui sont menacés par les conflits ou qui vivent les conflits, et surtout d'anticiper et de prévoir les effets de ces conflits sur la reconstruction du pays ou la mise en œuvre du processus de développement durable. Nous savons que c'est un concept nouveau, un concept qui a des défis, notamment les défis d'ordre politique, liés au fait que ça demande un leadership politique fort et également un échange d'informations entre les pays. Le deuxième défi que nous voyons, c'est sur la gouvernance institutionnelle, liée notamment aux difficultés de coordination entre les différentes structures dans un même pays. Et des défis techniques également liés aux faibles capacités institutionnelles et des défis financiers liés au contexte financier difficile qui empêcherait les pays à allouer des ressources à ce genre d'activité. En conclusion, nous estimons qu'en réponse aux conflits armés ou autres situations conflictuelles, les approches de gouvernance et de gestion de crise ne suffisent pas. Une approche tridimensionnelle est donc nécessaire, axée sur la prévention, la prospective et la gestion des crises. L'étude de la Côte d'Ivoire nous a permis de mettre en évidence la nécessité d'un dispositif national d'intelligence environnementale, mais compte tenu de la nature transnationale des conflits, nous estimons qu'une approche holistique et régionale s'avère également nécessaire. Je vous remercie pour votre aimable attention.